Chapitre 3. On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. La fontaine, fable, l'horoscope. Il faisait tellement chaud ce jour-là, comme la plupart des jours d'ailleurs, et ce depuis que j'avais commencé à me souvenir, ce qui signifie que mes souvenirs auraient commencé à s'enregistrer dans mon cerveau un certain été, au début des années 1950, 1953, 1954. Je ne saurais le dire avec exactitude. Comme je ne saurais dire avec exactitude en quelle année je vins au monde, car le carnet d'état civil n'était pas encore à la mode, pas plus que le fait de se souvenir ou de fêter l'anniversaire d'un morveux qui pourrait à n'importe quel moment vous fausser compagnie et se faire emporter par une quelconque maladie infantile. Plusieurs Oudouars croyaient en outre que c'était juste les Khawana, traîtres, qui déclaraient la naissance de leurs enfants à l'occupant français, qui savaient ce que les Roumis, c'est-à-dire les Français, pourraient faire de ces enfants déclarés. N'allait-il pas en faire des renégats? N'allait-il pas les évangéliser? Mais revenons à ce jour qui n'était pas comme les autres et où il faisait tellement chaud. Les murs ocre des maisons avaient enroulé leur ombre à leurs pieds et les mirages commencèrent à surgir un peu partout à l'horizon. Des lacs où dansaient maintenant les rares bosquets, peut-être des jujubiers. De la plaine, naissait à mi-chemin entre le Douar et Daroul Zidouh, un village où le contrôleur civil avait élu bureau et domicile. C'était ce fonctionnaire français qui avait délivré à mon père le laissez-passer lui ayant permis d'aller sans se faire arrêter en cours de route à Kouribga acheter la fameuse machine à coudre qui avait failli me priver d'un doigt. Depuis sa sortie de prison, mon père était le seul habitant du Douar qui ne pouvait se déplacer librement au-delà d'environ 15 km à la ronde. Pour aller au-delà de cette distance, il fallait qu'il se fasse délivrer une sorte de visa pour visiter son propre pays. Et ces privilèges ne lui étaient pas octroyés pour qu'il puisse éviter les insolations, ni pour lui permettre de savourer à sa guise le calme comme celui qui était en train d'envelopper le Douar depuis que la température commença à monter vers midi. Calme, à peine troublé par quelques appels humains, peut-être un chef de famille paresseux demandant à sa progéniture de mettre un animal domestique à l'ombre, ou bien une femme interpellant sa fille pour venir l'aider à transporter la longue et lourde corde avec les seaux pour aller puiser l'eau du puits du Douar dont on ne voyait guère le fond, situé à plus de 60 mètres. C'est en effet au début de l'après-midi que les bergers faisaient converger les troupeaux vers cet unique point d'eau, à 2 km à la ronde, afin que le cheptel puisse étancher sa soif. À ces rares voix humaines viennent se greffer des gémissements sporadiques d'animaux domestiques ainsi que des bourdonnements d'insectes, le tout arrivé à l'oreille, émitouffe, dilaté, me semble-t-il, par l'air chaud, et qui, en se mélangeant, devenait une berceuse à laquelle ne sauraient résister les plus endurcis des insomniaques. Bref, une façon comme une autre pour dire qu'il faisait un de ces temps où il était si difficile de résister à une bonne sieste dans un coin bien ombragé qu'adoucissait le souffle léger du Gharbi, ce vent ouest, synonyme de fraîcheur contrairement au Chergui qui, lui, quand il souffle, ce sont les fenêtres de l'enfer qui semblent s'ouvrir. Les adultes s'étaient étendus depuis un bon moment et certains parmi eux commencèrent déjà à déranger la mélodie lointaine des bourdons avec leur ronflement. C'était ce moment précis où la vie s'était mise à tourner au ralenti dans la maison qu'avait choisi ma cousine pour m'ordonner
beaucoup plus que me proposer d'aller faire un tour dans le douar, sachant que j'étais incapable de lui dire non. Et pourtant j'aurais dû lui dire non ce jour-là. Pour le moment, la voilà qui dirigeait avec la fermeté d'un adjudant la marche de notre section vers la route goudronnée, qui amorçait un virage sur la droite avant d'y arriver et qui engagea la section dans une sorte de ruelle limitant à l'est les habitations de notre clan. Nous continuâmes notre marche sur cette ruelle jusqu'au passage limitant le quartier au sud, puis là, elle amorça un virage à droite vers l'ouest. Allait-elle nous ramener enfin à la maison ? Non, car la voilà qui nous fait virer à gauche pour faire une halte devant la nouvelle et unique boutique du douar. Mais pourquoi ? Je fus fixé tout de suite. Elle scruta prestement les alentours, s'avança vers la fenêtre de la boutique et appela le propriétaire. Mais comme personne ne répondit, elle entama une étude sérieuse des barreaux de fer censés condamner la fenêtre, fit un saut de caprin sur le bord de cette dernière, m'ordonna de surveiller les alentours, se glissa entre, comme par magie, à travers les barreaux et se ramassa suite à un saut digne d'un félin à l'intérieur de la boutique. Waouh! J'ai envie de m'enfuir, car tout dans ses gestes, dans son attitude, dans son regard de bête sauvage, tout montrait que ce que nous étions en train de faire n'était pas bien et n'allait pas faire plaisir aux adultes, surtout pas aux propriétaires. Mais la peur de son mépris et surtout une certaine euphorie qu'aucun jeu ne m'avait encore donnée effaça chez moi la peur d'une éventuelle conséquence. Je fus au comble de l'excitation quand des trésors jamais vus auparavant, surtout en de telles quantités, commencèrent à atterrir dans mon tchémir, qui avait dû être blanc avant son arrivée au douar et que je vins de retrousser pour en faire une sorte de sac. Il y avait de tout, des chewing-gums, des sucettes, des bonbons que je voyais pour la première fois, des biscuits et même des clous et d'autres objets non identifiés. Et ma cousine qui continuait de me jeter à travers la fenêtre d'autres trésors inestimables. Ah, j'en connaissais un qui allait être toute admiration pour moi et ma cousine. C'est mon oncle. Lui, dont je croyais que la choukara était un trésor alors que mon tchémir à moi fut toute une caravane d'Ali Baba. Une caravane avec un tout petit trou au fond, dû à une bougie que j'avais eu la maladresse d'admirer de trop près. C'était hier ou avant-hier, je ne savais trop, car ma vie pour le moment comportait deux intervalles, l'éternel qui était le moment présent et l'éternité qui comportait en bloc tous les moments que j'avais vécus jusqu'à présent. Bref, il y avait une éternité déjà, j'étais accroupi au milieu des adultes autour de l'unique table au bord de laquelle une bougie essayait tant bien que mal d'éclairer la chambre. Tout un spectacle qui finit par piquer ma curiosité au point d'en oublier la présence des adultes. Et il y avait de quoi? Des petits papillons jouets à qui pouvait s'approcher le plus près possible de la flamme, sans se faire griller les ailes. Mais voilà qu'un papillon plus téméraire que les autres, qui prit feu en caressant de trop près la flamme. Ma main se détendit comme un ressort pour empêcher les autres papillons de subir le même sort, renversant au passage la bougie qui atterrit entre mes jambes, tout en provoquant un réflexe chez l'un des adultes, lequel m'assena un coup derrière la nuque, me faisant cogner la tête contre la table. Quant à la bougie, elle continuait d'éclairer le milieu de mon tchémir. Inutile de dire que durant ces temps-ci, on ne portait point de sous-vêtements, et ce fut ma mère qui éteignit le feu qui commençait à prendre sérieusement dans mon unique vêtement.
elles m'emmenaient ensuite me coucher au milieu de mes hurlements. Depuis cet incident et jusqu'au hold-up en cours, le trou au milieu du tchamir était toujours là. Il n'avait pas pu être réparé, sûrement par manque de fil, d'aiguille ou d'un morceau de tissu pour réussir le stoppage. Et si ce jour-ci, je me trouvais avec un tchamir troué en train de dévaliser le plus sérieusement du monde une boutique, c'était parce que sûrement les cousins n'avaient pas, eux non plus, les outils nécessaires pour boucher ce satané trou. En effet, solidarité au devoir oblige, il n'y avait aucune honte à emprunter chez le voisin ce dont on avait besoin, l'achat étant le dernier recours. On empruntait des condiments, de la farine, une robe, des bijoux pour aller à une fête et même de l'eau douce pour préparer du thé à la menthe quand on recevait à l'improviste un visiteur. L'eau puisée dans l'unique puits du devoir étant tout ce qu'il y avait de saumâtre. Avais-je pensé au trou au milieu de mon tchamir en plein feu d'action? Pas du tout. Pour le moment, je ne pensais qu'à la tête qu'allaient faire mon oncle, mon père et ma mère quand j'allais faire mon entrée triomphale avec mon butin. Oh, qu'ils allaient être épatés. J'avais hâte de voir leurs yeux briller d'admiration. Mais voilà qu'un rugissement de lion me ramena sur terre. C'était l'épicier qui arrivait en courant tout en me demandant ce que je faisais à côté de la fenêtre de sa boutique. Le ton de sa voix me fit comprendre qu'il savait très bien ce que je faisais devant la fenêtre de sa boutique, et mon instinct me suggéra que je n'avais plus rien à y faire et que je ne disposais que de quelques secondes pour déguerpir avant de recevoir la raclée de ma vie. La toute première leçon reçue ce jour-là, la peur donne des ailes. Et j'utilisais ce don surnaturel pour voler plutôt que pour courir chez nous, laissant derrière moi une bonne partie de mon butin qui commença à s'égrener par le maudit trou de mon tchamir à cause des secousses résultant de ma course effrénée qui n'allait prendre fin qu'au fin fond de la chambre de ma mère. Mais au fait, me serais-je arrêté de courir si la chambre avait une fenêtre? Par quel miracle ai-je pu contourner le labyrinthe d'haies de jujubier qui entourait la maison? Comment ai-je pu passer en coup de vent à travers le petit corridor couvert qui menait du portail à la cour intérieure de la maison? Et surtout, comment n'y ai-je pas télescopé ni vache ni âne ni tout autre animal domestique? Alors que c'était le temps de la sieste et que cet endroit était convoité pour sa fraîcheur aussi bien par les humains que par les animaux. Toujours est-il que, dans ma course olympique, je n'avais vu personne. Je n'avais même pas vu ma mère arriver, juste au moment où, assis dans le coin le plus sombre de la chambre, je commençais à étaler par terre ce qui était resté de mes trésors et à avaler les friandises tout en haletant, sans attendre ma complice pour partager équitablement le butin. J'avais appris par la suite que l'épicier, ne pouvant suivre l'ange démon que j'étais devenu, se rabattit sur le démon tout court qui était ma cousine. Un démon qui criait comme une chèvre qu'on était en train d'écorcher vive et qui se débattait comme un diable dans de l'eau bénite. Mais faute d'eau bénite, ma cousine ne se débattait contre les barreaux de la fenêtre qu'elle avait attaquée du mauvais côté dans sa tentative d'évasion, si bien qu'elle resta coincée, et ce malgré la tentative de l'épicier qui entra dans la boutique pour l'extirper en la tirant par les pieds. Dans son affolement, elle poussait vers l'avant alors que lui, il essayait de la tirer vers l'arrière. Il avait fallu encore l'intervention de quelques bénévoles pour lui faire dégager la tête des barreaux et pour lui faire lâcher prise. Force était de constater qu'en ce qui la concernait, la peur lui avait surtout donné des muscles d'Amazone.
Ma mère s'était approchée toute souriante et tellement rassurante que je fus convaincu de sa complicité et de son admiration. J'avais hâte de voir pétiller d'admiration les yeux de mon oncle et surtout ceux de mon père, lui qui croyait que je n'étais qu'une sorte de pâte molle, papagina, du pain pas tout à fait cuit, qu'il se plaisait de me surnommer affectueusement. Je me mis donc en devoir d'expliquer à ma mère ma prouesse, l'origine de mon butin et ma malchance d'en avoir perdu une bonne partie en courant quand le méchant épicier m'effraya avec ses cris inhumains. La première gifle m'avait fait croire que ma mère était fâchée car j'ai perdu une grande partie de mon butin. La deuxième et les suivantes m'ont empêché complètement de penser, car voilà des étoiles qui commençaient à surgir de partout, accompagnées d'étranges gazouillements. Mais voilà que les étoiles s'éteignirent les unes après les autres et que les oiseaux s'arrêtèrent de chanter pour laisser ma mère invoquer tous les saints au milieu de ses sanglots et leur demander ce qu'elle avait bien pu faire de mal au bon Dieu pour que son garçon unique devint un brigand. Aïe. Je viens de comprendre maintenant ce que signifiait le mot brigand. Lors d'une veillée autour de l'unique chandelle, mon père racontait avec admiration et fierté que mon grand-père en avait tué un d'un coup de fusil entre les omoplates et en avait assommé un autre en lançant dans sa direction une pierre. Le brigand s'enfuyait en chevauchant la jument qu'il vint tout juste de voler dans un clan à l'ouest du Douar. Quand l'alerte fut donnée, mon grand-père entendit dans son sommeil l'appel à l'aide de la victime. « Il se dirige vers toi, Hamadi !» Hamadi, c'était mon grand-père. Hamadi, se dressa promptement, se saisit de sa teimouma, un gros caillou lisse qui servait pour le rituel des ablutions avant la prière quand on manquait d'eau, et sortit la lancer dans la direction d'où venait le bruit du galop. Le coup fit mouche. Le lendemain, le propriétaire récupéra sa jument dans les champs avoisinants et mon grand-père récupéra sa teimouma au milieu du douar. Quant au voleur, personne ne vit l'importance de sa blessure. À cause de l'obscurité et surtout du bruit du galop qui s'éloignait, personne ne soupçonna qu'il fut atteint par le projectile de Hamadi. Concernant le brigand tué, mon grand-père fut engagé pour monter la garde autour d'une récolte de blé fraîchement battu, loin du douar. La nuit était calme et sans lune. Hamadi finit par s'endormir pour être réveillé par un bruit de pas qui s'éloignait. Un coup d'œil au blé lui montra que le monticule a sérieusement rabotissé. Les voleurs avaient donc commencé à agir durant son sommeil et allaient sûrement revenir pour se resservir. Il épaula son fusil Cesbourg, des formations locales du nom de fusil français Chassepot modèle 1866, arma et tira un coup de feu puis un autre dans la direction des voleurs pour les dissuader de revenir. Il entendit quelqu'un s'éloigner en courant et rechargea son fusil et resta sur place éveillé pour le restant de la nuit. À l'aube, il découvrit plus loin un individu ailé à plat ventre avec une large tache de sang entre les épaules. Il monta au douar rendre le fusil au propriétaire et s'enfuit se réfugier dans les montagnes voisines afin d'éviter des représailles. Là, il fait la connaissance de mon grand-père maternel et resta environ une année dans sa tribu. Cette amitié connut son apogée quand les deux hommes firent parmi les troupes berbères conduites par Mohamed Oussaïd al-Atabi le coup de feu contre le tristement célèbre colonel Mangin dit le boucher de Tadla, venu s'attaquer au dernier bastion de la résistance à l'occupation française dans la région, au lieu dit Sidi Ali ibn Ibrahim, situé au flanc de la montagne à 12 km environ à l'est de notre douar. Quand Sidi Ali ibn Ibrahim tomba en avril 1913 et que le colonel Mangin poussa ses troupes dans la montagne contre l'autre Mohamed Oussaïd, rien à voir avec l'Atabi,
du village berbère L'Aqsiba, situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Bni Mellal, mon grand-père revint au Douar s'occuper de ses enfants. Il était loin de se douter que cette guerre allait durer assez longtemps pour que l'un de ses fils la fasse aux côtés de l'ennemi pour se faire massacrer ensuite par l'ethnie de son meilleur ami. Il ne se doutait pas non plus que cette amitié allait se consolider par un double mariage d'où va naître un couple de brigands, c'est-à-dire moi et ma cousine. Le grand-père n'allait pas du tout être content. Allait-il sortir de sa tombe pour me jeter une pierre à moi aussi, ou me tirer dessus pour me tuer? Je me réveillais en sursaut et quand j'ouvrais les yeux, le monde était à l'envers. Il m'avait fallu un moment pour réaliser que j'étais suspendu à l'une des poutres de bois du plafond par une corde et qu'un feu de paille allumé en bas de m'a dégagé une fumée qui me faisait terriblement tousser. Ma mère me détacha quand elle se rendit compte que j'étais en train de m'asphyxier. C'était là la première et la dernière punition qu'elle avait eue à m'infliger, et ce, durant toute sa courte et éphémère vie de papillon. Quand vint le temps où elle m'avait même plus la force de garder sa souffrance secrète, elle fit de moi son confident. Elle ne me cachait plus rien, ne me demandait jamais rien, même pas de comprendre, juste de l'écouter vider son cœur. Et elle en avait tant à me confier quand la Providence se fut acharnée sur elle avant de me l'enlever définitivement. Beau et triste papillon dont les ailes étaient en train de se consumer lors de son mouvement giratoire autour de la souffrance, que pouvais-je faire pour toi, un si petit enfant qui avait encore tant de chemin à faire avant de se mettre à distinguer ce qui était bien et ce qui était mal? Mon père, quant à lui, il n'était pas à son premier ni à son dernier essai côté punition pour me remettre dans le droit chemin. J'avais déjà eu l'horreur de goûter à l'une de ces gifles plus ou moins méritées, suite à une quête de son admiration. Bien avant la tentative de ce jour-ci, qui était en train de tourner en honte familiale collective. Ce fut par une belle fin d'après-midi, juste après son retour de prison. Il était en train de discuter avec quelqu'un pour aller casser je ne sais quel verre une fois la nuit tombée. Vu le sérieux de leurs traits, j'avais compris instinctivement que c'était une action qui mérite beaucoup d'admiration. Rien que ça, casser des verres pour être admirés. Ils allaient être servis et j'allais enfin épater mon père tout en le rendant très fier de moi. Assis à côté des deux hommes, je tirais vers moi le coffret de bois contenant les verres de thé, me saisis d'une petite barre de fer, une éclisse, qui servait à casser le sucre et bang! Le premier verre vola en éclats et vlan! La main roueuse de mon père s'abattit sur ma nuque et me faisait faire une pirouette. Pour la petite histoire, les deux hommes planifiaient d'aller casser les verres isolants de la ligne téléphonique du voisinage, une fois la nuit tombée. Un geste qui serait qualifié aujourd'hui de terroriste. Bon, bref, le fils de terroriste que j'étais ne s'attendait pas à ce genre d'applaudissement main contre nuque. Et les étoiles que j'avais vues lors de cet applaudissement étaient de loin plus brillantes que celles vues ce jour de hold-up. Toutes gifles de ma mère confondues. Voilà pourquoi j'appréhendais tant l'arrivée de mon père. Mais voilà que sa silhouette vient de bloquer l'entrée de la chambre. Je vais trop occupé à trembler pour pouvoir prononcer un mot ou pour essayer de comprendre le sens des mots de sa tirade au milieu de sa colère. Il me traîna dehors vers le hangar écurie. Ma cousine était déjà là, bien attachée à l'un des piliers, en bois
fière et hautaine, telle une Jeanne d'Arc version la de barque. Il ne manquait que le bûcher et moi pour que le spectacle commence. Mon père combla cette lacune en partie, si bien que le pilier du hangar s'enveloppa de nos deux corps de pêcheurs. Il s'éloigna pour aller chercher un rameau d'olivier utilisé en temps normal pour imposer à l'âne une vitesse de croisière raisonnable et qui allait servir aujourd'hui à faire entrer dans nos têtes de bourricots qui n'étaient ni gentils ni bons de voler son prochain. Au fait, était-ce à partir de ce jour que mon père se mit en devoir de m'appeler l'ahmar? Quand je faisais une gaffe, l'ahmar signifie bourricot en arabe, peut-être bien. Profitant de l'absence de mon père et du désintéressement plus ou moins réel du reste de la famille, ma cousine se mit en devoir de me faire profiter de son expérience passée. Quant à recevoir les coups sans les sentir, elle me conseilla entre autres de bien mordre ma lèvre inférieure, de retenir ma respiration et de bien durcir tous les muscles de mon corps. Les coups commencèrent à pleuvoir au moment où je me vertuais d'appliquer ces précieux antidotes qui, disons-le tout de suite, s'avérèrent inutiles pour les deux parties, car les cris eurent vite fait de fuser de part et d'autre du pilier. Et ça se voyait bien que ma cousine n'avait pas acquis son expérience en se heurtant à la force impitoyable de mon père. Après cet incident, je ne me rappelle plus avoir joué avec ma cousine, du moins pas avant la mort tragique de mon oncle. Peu après, j'avais attrapé la rougeole, ce qui avait permis à ma mère de me pardonner et à mon père de cesser de me traiter de bourricot, du moins durant ma maladie. Comme quoi, il y avait du bon côté à tout, y compris aux maladies, peut-être à l'amour aussi. Quand je m'étais arrêté de délirer et que la fièvre avait chuté, mon père s'en alla jusqu'à me demander de choisir ce que j'aimerais bien manger ce soir. Ma mère en rajouta en allant jusqu'à m'affirmer que je pouvais choisir entre les viandes de chèvre, d'agneau ou, si je le préférais, il pouvait même préparer un tagine au poulet. Mais je rejetai toutes ces offres, car rien dans tous ces festins ne semblait pouvoir satisfaire cette boulimie que je sentais naître en moi. Cela me fit monter les larmes aux yeux. Alors, apitoyés, les adultes insistèrent pour que je fisse un choix, n'importe quel choix. C'est le moment jamais, car cela faisait si longtemps que je rêvais d'un méchoui de ces grosses bêtes qui passaient en rugissant sur la route goudronnée. Je leur confiai que je voulais des brochettes faites avec les tripes d'une automobile. Mais au lieu de me répondre que c'était peut-être cher, qu'on n'attrapait pas ces bêtes comme on attrapait un mouton et qu'elles étaient dangereuses, au lieu d'essayer de me débiter les mensonges de routine, tout le monde éclata de rire et personne ne semblait plus vouloir s'arrêter. J'ai donc cru bon d'ajouter qu'on pouvait en prendre juste assez et offrir le reste aux cousins. Ce ne furent plus des rires qui envahirent la pièce, mais une cacophonie semblable à celle provoquée par une centaine de poules venant de pondre tout en même temps. Je me sentis insulté et j'éclatai en sanglots sur le champ. Mes larmes eurent un effet bénéfique sur le délire collectif et le soir, on me fait savoir que la viande qui était en train de mijoter dans le tagine était bel et bien celle d'un camion. Je fus aux anges. Je me jetai sur ma proie comme seul savait le faire un convalescent à qui on exauça les prières. Mes parents d'abord émerveillés commencèrent à s'inquiéter. Mon père me conseillait d'y aller mollo pour éviter de m'étouffer. Mais je ne diminuais pas la cadence pour autant, si bien que voilà ces prédictions qui se réalisèrent sur le champ. J'avalai un gros morceau de travers, ce qui me coupa le souffle illico et me fit sortir les yeux des orbites.
Un seul remède pour un tel mal, une bonne tape entre les épaules. Mon père s'en chargea et le morceau fut projeté 2 mètres plus loin sous la force de l'impact. Sur quoi s'est-il entraîné dans ses cours de secourisme? Sur des chameaux? Car j'avais eu l'impression qu'il m'avait asséné un coup de massue à la place d'une tape entre les épaules. Pour la postérité, la viande n'était pas celle d'un camion. On l'aurait deviné, mais juste des tripes de mouton. Berk, comment pourrais-je continuer à faire confiance aux adultes? Fin du 3e chapitre.